C'est un observateur toujours avisé et aiguisé des grands mouvements macroéconomiques mondiaux. C'est aussi un habitué de ce plateau d'Ecorama et on a toujours grand plaisir à le recevoir. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Vous êtes, si encore besoin de vous présenter, ancien gouverneur de la Banque de France et ancien patron de la Banque Centrale Européenne. On va peut-être commencer avec l'actualité la plus brûlante, j'allais dire. Emmanuel Macron qui était hier devant le Parlement de Strasbourg, qui rencontre demain à Berlin Angela Merkel. Le sujet de cette rencontre, l'avenir de la zone euro. Quel pourrait être cet avenir, Jean-Claude Trichet, sachant qu'hier, Emmanuel Macron, devant le Parlement, a appelé à une souveraineté réinventée. Est-ce que la zone euro a finalement besoin qu'on reparle de souveraineté? Est-ce que la souveraineté, c'est encore le sujet? La zone euro est sortie d'une période aiguë de crise. Elle est maintenant en croissance. On peut revenir d'ailleurs sur la croissance actuelle de la zone euro. Mais ce qui est évidemment indispensable, c'est de réfléchir à l'avenir et au point de savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain et après-demain. Emmanuel Macron, dans son discours de la Sorbonne, a élaboré sur l'ensemble des dimensions sur lesquelles on peut avancer. Ça ne veut pas dire qu'il a l'espoir que l'on va avancer dans toutes les dimensions jusqu'au bout, mais au moins ça permet de fixer en quelque sorte le sujet et de voir d'ailleurs qu'il n'y a pas que l'union économique et monétaire. On a aussi d'énormes sujets sur la défense, sur la sécurité externe et interne, sur l'ensemble, disons, des éléments de souveraineté qui ne sont pas, à proprement parler, économiques ou financiers ou monétaires. Et puis, il y a effectivement le contrôle de nos frontières, notamment des frontières Schengen. Enfin bref, le sujet est immense. Et pour que l'Europe avance, il faut probablement qu'elle avance dans toutes ces dimensions. C'est le point sur lequel il a insisté, en effet, lors de son récent discours à Strasbourg. Alors, on va voir maintenant, en effet, ce que nos amis allemands et les autres, parce qu'il n'y a pas quand même que le dialogue franco-allemand, l'amitié franco-allemande, il y a tous les autres pays. Est-ce que le couple franco-allemand est encore le moteur de tout ça? Oui. Il doit être encore le moteur. C'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante pour qu'on puisse avancer. Donc il faut absolument, condition nécessaire, qu'il y ait un accord de volonté entre la France et l'Allemagne et la France. C'est ce qu'on a toujours observé dans le passé, c'est toujours vrai. Mais ça ne marche que si elles mettent l'une et l'autre leur amitié au service de l'ensemble de l'Europe et que les autres pays s'en convainquent. Qu'est-ce que ça peut être l'ambition, Jean-Claude Trichet? Il y a quelques années, la maison euro, elle brûlait. Il y a eu la crise grecque, il y a eu la crise des dettes souveraines, Espagne, Portugal, Italie. Aujourd'hui, on va dire que l'incendie, il est circonscrit, qu'on est sur des basses scènes. Sur quoi, c'est quoi l'avenir? C'est d'essayer d'éviter les prochains incendies ou de donner un nouveau souffle à cette zone euro, de l'inscrire dans une histoire? À mon avis, on a prouvé une capacité de résilience dans la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été très remarquable pour la zone euro de prouver qu'elle était là et qu'elle ne se volatilisait pas. Alors que beaucoup, ça a validé son existence et sa viabilité. Beaucoup à Londres et à New York pensaient qu'elle allait se volatiliser. Donc elle a prouvé en quelque sorte sa capacité de persévérer dans l'être. Alors que celle-ci était mise en doute dramatiquement. Mais ça ne suffit pas. Il faut être un succès. Et le succès, c'est la croissance, les jobs et le plein emploi. Et on a encore beaucoup de choses à faire, me semble-t-il, dans beaucoup de pays, pas dans tous d'ailleurs. Il y a des pays qui sont au plein emploi. L'Allemagne notamment. L'Allemagne notamment, mais aussi dans une large mesure les Pays-Bas, l'Autriche. Bref, il y a des pays qui sont plus ou moins proches du but ultime, qui est en effet une croissance soutenable avec plein emploi. Et pour ce faire, il faut probablement aller dans des directions supplémentaires, non seulement évidemment appliquer les règles. Entre nous, appliquer les règles, c'est quelque chose qui demeure fondamental, et il faut le dire en France en particulier, parce qu'on a une tendance terrible. On les applique, on a enfin un déficit qui est passé sous les 3% du déficit pour la première fois d'ailleurs. Oui, mais c'est pas du tout une situation normale. Ça, c'est éviter d'être dans une situation anormale et d'être dans la procédure des déficits excessifs. Mais la situation normale, c'est d'être proche de l'équilibre ou en excédent. C'est ça que dit le traité, dans les périodes favorables. Et nous sommes dans une période favorable. Donc, je crois que le fait que le pacte de stabilité et de croissance demeure un pilier de gouvernance fondamentale a besoin d'être reconnu et bien compris, notamment par notre pays, mais par l'ensemble des pays de la zone euro, naturellement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il faut rester compétitif, et notamment compétitif en matière de coûts. Donc, il faut faire attention aux coûts généraux dans l'économie, ce que, je dois dire, les pays qui sont au plein emploi ont fait dans le passé. Quand vous étiez en mandat,
à la Banque Centrale Européenne, vous étiez particulièrement attentif au niveau de l'inflation. C'était votre mandat et c'est le mandat de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, comme certains peuvent le voir aux États-Unis, des pressions inflationnistes dans la zone euro, puisqu'on parle des coûts et puisqu'on parle des coûts compétitifs? Écoutez, il y a des éléments qui permettent de penser qu'en effet, enfin, on va avoir des pressions inflationnistes. Le problème qu'on a depuis un certain temps est l'inverse de celui que je pouvais avoir moi-même. Moi, quand je suis parti, on était à 1,9% d'inflation en moyenne sur l'ensemble de la période depuis la création de l'euro. Comme vous le savez, on est maintenant à un niveau qui est inférieur, significativement inférieur, aussi bien d'ailleurs immédiatement que dans une perspective de moyen terme pour les anticipations. Donc, la Banque Centrale Européenne fait tout ce qu'elle peut pour assurer la stabilité des prix, parce que la stabilité des prix, c'est moins de 2, mais proche de 2. Et ce mais proche de 2 est évidemment très important. Aujourd'hui, vous diriez vivement le retour de l'inflation, finalement? Pas de retour de l'inflation, mais le retour de l'ensemble des anticipations d'inflation au niveau que nous pensons être le niveau de définition de la stabilité des prix. D'ailleurs, les 2% en question sont maintenant la définition de la stabilité des prix au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, aussi bien qu'en Europe. On a été les premiers avec l'Angleterre non, on a été les premiers tout court d'ailleurs, à signaler les 2%. Et on vous a beaucoup décrié pour ça. L'ensemble des pays avancés sont sur la même ligne maintenant. Ce qui donne un certain crédit, évidemment, à l'intuition que nous avions eue. Mais ceci étant dit, les États-Unis maintenant ont, je pense, réglé leurs problèmes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'accommodation diminue progressivement et, je dois dire, de manière ordonnée. Et j'espère que nous ne sommes pas loin du moment où, effectivement, on va pouvoir dire « ça y est, on a réaccroché, en quelque sorte, les anticipations d'inflation à notre définition de la stabilité des prix ». D'autant que la situation économique dans la zone euro, si on la prend dans sa globalité, n'a jamais été aussi bonne depuis un certain nombre d'années, il faut quand même le dire, même si au premier trimestre, on a quelques signes d'inquiétude. Est-ce que vous, ces signes de ralentissement vous inquiètent? Est-ce que vous vous dites c'est une tendance qui est en train de naître ou c'est un épiphénomène? Écoutez, on va voir, on n'a pas encore les chiffres. Il y a une certaine contradiction entre les données dures, si je puis dire, et les enquêtes diverses qui sont faites. Les enquêtes sont plus positives que les données dures qu'on a jusqu'à présent. Mais je crois qu'il est incontestable qu'il y a un ralentissement de la croissance au premier trimestre. Donc c'est pas, on ne va pas stagner, mais il y a un ralentissement de la croissance. C'est vrai, en France, la Banque de France a dit probablement plus 0,3%, ce qui est nettement moins, évidemment, que ce qu'on avait auparavant, et en particulier au dernier trimestre de l'année dernière. Pourquoi? Dans notre pays et probablement au niveau de la zone euro dans son ensemble, on commence à buter sérieusement sur les capacités de production, en ce qui concerne l'utilisation du stock de capital, parce qu'on a moins investi dans le passé, et donc, et comme la croissance a été quand même très forte au cours de tous ces derniers trimestres, on bute là-dessus. On bute particulièrement en France, et c'est évidemment un paradoxe qui est un crève-cœur, parce qu'on n'a pas assez d'emplois qualifiés qui sont capables de répondre oui aux offres des entreprises. Et là, ça c'est vraiment terrible, puisqu'on a encore le chômage de masse, et un chômage de masse monumental en France. Donc le doigt sur le fait que la croissance ralentit à cause d'un manque d'emplois. On a à peu près 200 000 à 300 000 emplois qualifiés qui sont offerts et que personne ne prend ou ne peut prendre. Est-ce que la réforme du marché de l'emploi, telle qu'elle a été faite par Emmanuel Macron dans les premiers mois de son mandat, va dans le bon sens? Évidemment, elle va dans le bon sens. Bien entendu, elle donne son plein effet lorsque on a une formation et une éducation, comment dirais-je, une éducation permanente tout au long de sa vie qui est en ligne avec ce qui est nécessaire. Et c'est d'ailleurs une des dimensions de la réforme qui est en train d'être menée en France aussi. Donc c'est un ensemble, si vous voulez. Mais évidemment, ce qui a été fait va dans le bon sens. Il suffit d'ailleurs de franchir nos frontières pour se convaincre que le monde entier pense que ça va dans le bon sens. Il n'y a qu'en France qu'il peut y avoir un débat. Heureusement, on a pu, enfin, la France a pu surmonter, disons, un certain nombre de sentiments adverses. Il nous reste 3 minutes, Jean-Claude Trichet. On a aussi envie, évidemment, d'avoir votre avis sur la guerre commerciale qui est en train de se fomenter entre les États-Unis et la Chine. À un moment, on a cru que l'Europe serait visée, finalement, elle ne l'est pas. Est-ce que, à votre avis, c'est juste une guerre d'ego
entre deux présidents, Donald Trump et Xi Jinping, ou est-ce qu'il y a vraiment un risque de guerre commerciale pure et dure entre les deux premières puissances de la planète? Non, je crois que ce qui est important là-dedans, c'est pas l'écume, si vous voulez, au jour le jour, les tweets des uns, les réponses des autres. Ce qui est important, c'est malheureusement, c'est que dans tous les pays avancés, il y a un mouvement, disons, nationaliste, protectionniste, populiste entre guillemets, qui existe partout, en Angleterre, aux États-Unis, en Europe continentale, et qui n'est pas favorable à la poursuite de ce qui a quand même été à la base de la prospérité de l'économie mondiale depuis maintenant un très grand nombre de dizaines d'années. Donc ça, c'est inquiétant. Si ça prend un tour particulièrement violent, alors c'est un risque non seulement de ralentissement de la croissance mondiale et de la croissance de chacun des pays, mais aussi un risque de crise, et de crise qui pourrait être grave. Donc, vous croyez qu'on va aller jusque-là? Je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Je pense que l'environnement n'est pas tel que les uns et les autres puissent finalement se détacher de leurs propres intérêts, parce qu'il est évident que ce n'est pas l'intérêt des États-Unis, que ce n'est pas l'intérêt de la Chine, évidemment, de s'engager dans une guerre. Pas plus que ce n'est l'intérêt de la France. Là aussi, la France est un pays dans lequel l'opinion publique demande à comprendre mieux ce qui se passe. Dans tous les domaines, on a besoin de communiquer mieux et plus qu'on a intérêt. Naturellement, il faut aussi faire très attention à ce sentiment qui se généralise dans les pays avancés. Il faut tenir compte de ceux qui sont, entre guillemets, aujourd'hui les perdants, qui sont minoritaires par rapport aux gagnants, et qui eux-mêmes gagnent d'ailleurs, bien entendu, parce que les prix à la consommation sont bien tenus par le commerce mondial, et donc les consommateurs y ont intérêt, mais c'est vrai qu'on demande des efforts à beaucoup de nos concitoyens qu'il faut accompagner. Et accompagné par de la protection et aussi, bien entendu, de l'éducation et de la formation. Une dernière question, Jean-Claude Trichet, très rapidement. Les marchés américains ont flambé l'année dernière, les marchés européens ont progressé. Bulle ou pas bulle? Est-ce qu'on est dans une situation où tout est surévalué? Selon vous, est-ce que ça vous inquiète? Oui, je suis très inquiet. Au niveau de l'économie mondiale, on a un niveau d'endettement en proportion du produit intérieur brut qui est excessif. Plus excessif que ce qu'on avait au moment de la crise de 2007-2008. Donc dans ce domaine-là, il est clair qu'il y a des éléments, si vous voulez, d'inquiétude importants. Et je parle de l'économie mondiale. Dans les économies des pays avancés, particulièrement aux États-Unis, on a en effet tous les indicateurs possibles sur le fait que les actifs sont surévalués. Et il suffit de comparer d'ailleurs le Nasdaq avec son évolution historique, le Dow Jones avec son évolution historique, pour comprendre qu'effectivement on s'est trouvé à un moment dans des circonstances, à cause de la crise, à cause des politiques accommodantes des banques centrales qui étaient nécessaires, mais qui ont eu cet effet secondaire important. Effet secondaire d'ailleurs qui était désiré par Ben Bernanke. Mais le résultat est qu'il faut être très très prudent, me semble-t-il, ne pas prendre la situation présente et le niveau actuel des actifs, notamment des actifs actions aux États-Unis, pour le régime permanent. Ce n'est évidemment pas le cas. Et donc la prudence est nécessaire au niveau mondial et au niveau des pays avancés, de manière incontestable à mes yeux. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet d'être venu parler de tout cela avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. Jean-Claude Trichet donc dans Ecorama.